vais demander à ceux qui viennent d'arriver. Je compte par exemple. On commence par quoi comme coupe? Parasternale. La parasternale, oui. Quelle parasternale? Grand axe. La parasternale grand axe. Donc, comment vous faites l'acquisition de la parasternale grand axe? Donc, votre sonde, il faut voir qu'il y a un petit curseur qui est là. D'accord? C'est pas toujours allumé. Parfois, sur d'autres sondes écho, vous avez juste un petit trait comme ça. Le petit trait, c'est pour vous orienter. Donc, je vais défriser. Si vous avez un doute, vous pouvez toucher ici pour savoir où est-ce que vous êtes, en haut, en bas, plus ou moins. D'accord? Mais, donc, votre curseur, quand vous voulez prendre une parasternale grand axe, il doit regarder vers la gauche ou vers la droite? L'épaule contralatérale. Donc, vers l'épaule contralatérale. Donc, il doit regarder vers la droite. Donc, généralement, c'est une position où vous êtes un petit peu oblique et où vous vous dirigez vers l'épaule contralatérale. Madame, normalement, elle doit être en décubitus, mais je vais juste vous montrer. Donc, généralement, on est comme ça. D'accord? Pour avoir l'image. Donc, on est en parasternale gauche avec le curseur qui est orienté vers l'épaule contralatérale. Et vous voyez que vous avez l'image ici. D'accord? Maintenant, pour avoir une belle parasternale, la règle, c'est qu'il faut avoir une image qui est centrale, où vous avez les valves au centre, où on voit bien le VG qui est bien allongé. Donc, il ne faut pas que ce soit un VG qui soit, par exemple, comme ça, tronqué, ou là, un petit peu dévié. La coupe, on va se voilà. Par exemple, ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est utile. Ça peut être utile quand vous faites une écho de stress, par exemple, parce que c'est une parasternale qui est modifiée, où vous devez vraiment bien dégager votre VG. Mais ici, c'est pas bon pour une parasternale grand axe. Une parasternale grand axe, c'est ça. Donc, c'est une aorte qui est bien symétrique. Donc, vous voyez ici la valve aortique avec les deux cuspides qui sont symétriques. Vous voyez le début de votre aorte. Vous voyez la valve mitrale. C'est bien au centre. Et vous voyez votre ventricule gauche qui n'est pas oblique ni rien du tout. Vous voyez que c'est vraiment plus ou moins bien horizontalisé. Ça, c'était une coupe qui était utile pour faire aussi ce qu'on appelle le TM. Donc ça, j'ai bougé un petit peu comme ça pour dégager le VG pour qu'il soit perpendiculaire à l'axe de tir. Pour faire le TM, il y a le ventricule gauche, mais ça, ce n'est plus dans les recommandations. Le TM du VG ne fait plus partie des recommandations pour la mensuration du ventricule gauche. Ce qui est recommandé, c'est les mesures en 2D. Mais je vais juste vous montrer comment on fait. Donc, généralement, vous ramenez un peu le VG comme ça. Et pour le ramener, j'ai juste tilté la sonde. Si tu peux montrer ici. Donc, j'étais comme ça. On voit que c'est comme ça. Si je tilte comme ça, je fais bouger le VG vers l'autre côté. D'accord? Donc là, vous pouvez lancer le TM pour voir un petit peu votre septum qui est là, votre paroi postérieure qui est là et la cavité qui est là. D'accord? Et dans le TM, normalement, il faut commencer par la diastole, parce qu'on a la mesure ici, VG étude. Donc, il va vous prendre la diastole, comme ça. Vous voyez en haut SIV, donc septum interventriculaire en diastole. Vous descendez pour avoir le diamètre VG diastolique, il est à 46 mm, la paroi postérieure. Ensuite, vous prenez la systole, comme ça, hop. Et puis la paroi postérieure en systole. Et ça vous donne plus ou moins une estimation de la fraction d'éjection en TM, en T-Cols. Donc c'est ça. C'est 60% plus ou moins. OK? Et vous avez les différentes mensurations en diastole et en systole. Ici, il a calculé la masse aussi. Ça, c'est franchement utile normalement dans les hypertrophies ventriculaires. On ne peut pas parler d'hypertrophie d'HVG sans avoir la masse, normalement. Et donc, pour parler d'hypertrophie, c'est quoi le cutoff pour la masse? Le seuil de la masse? 95 ou 75. 95 grammes par mètre carré
Donc, il faut une valeur indexée chez la femme et 115 grammes par mètre carré chez l'homme. Je suis contente de savoir que vous avez retenu ça de votre passage. Vous voyez là, ça me fait plaisir. Ça veut dire que c'est vraiment marda. Mais n'enregistre pas ça. Trop tard. Ok. Donc ça, c'est par rapport à la masse. Donc par rapport à la masse, on a dit que c'est ça. La deuxième chose, c'est quoi? Ok, c'est une HVG. Ok, il y a de l'hypertrophie. La deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que c'est concentrique ou excentrique? Donc pour savoir si c'est concentrique ou excentrique, c'est quoi la formule? L'épaisseur relative. Donc c'est le RWT, Relative Wall Thickness. Donc c'est l'épaisseur pariétale relative. Et la formule, c'est 2 fois la paroi postérieure divisée par le diamètre du VD en diastole. D'accord? Et c'est quoi le seuil justement pour parler de concentrique ou excentrique? 0,43. Bon, au-delà de 0,42, donc à partir de 0,43. Si c'est supérieur à 0,42, là on est en face d'une HVG qui est concentrique. Si c'est inférieur à 0,42, c'est une HVG qui est excentrique, c'est-à-dire qu'elle fuit le centre. Elle fuit le centre, donc vous avez les parois qui sont épaissies, mais ça fuit le centre. Donc le VD, il a quand même une largeur qui est assez grande. Ce n'est pas une HVG qui va faire que le VG va se raccourcir et se rapetisser. D'accord? Donc ne parlez plus d'HVG concentrique ou excentrique, normalement sans avoir ça. Bon, allez, on revient à nos coupes de base. Donc on a parlé de la parasternale grand axe. Sur la parasternale grand axe, qu'est-ce qu'on prend comme mesure? On prend les mesures du ventricule. Donc la mesure du ventricule gauche, c'est une mesure qui se fait à quel moment du cycle? Télédiastolique. Télédiastolique, ce qui correspond à quoi sur le CG? Pied du QRS. Au pied du QRS, très bien. Donc normalement, le pied du QRS, il est là. D'ailleurs, il est capté. Je vais enlever ça pour que vous puissiez voir. Physio. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, on a dit que c'est une mesure qui se fait au pied du QRS. Moi, je vais revenir en arrière, comme ça, vous n'êtes pas gênés par. Donc, le pied du QRS, il est ici. Voilà. Mais l'image, elle est meilleure là. OK? Donc, on prend le septum, qui est là. Le diamètre du VG, qui est là. Et la mesure, elle doit se faire vraiment au ras de votre valve mitrale, donc au ras des feuillets de la valve mitrale qui sont ouverts et de façon perpendiculaire à l'axe du VG. D'accord? C'est l'axe du VG qu'il faut imaginer. On imagine qu'il va comme ça. OK? Et puis, la paroi postérieure qui est là. D'accord? On se part. Ensuite, ce qu'il faut prendre normalement aussi, c'est le diamètre télésystolique du VG. Et donc, si on est en télésystole, on est où au niveau de l'ECG? Fin de l'onde. On est à la fin de l'onde T. Donc, on est là. Caliper. Toujours de là à là. Et il ne faut pas prendre les petits cordages que vous pouvez avoir ici. Vous devez vraiment prendre la paroi postérieure. Ici, je peux utiliser trackball pour vous montrer que la paroi postérieure, elle est là. Et donc, vous la suivez. C'est vraiment là où j'ai mis mon curseur. D'accord? Vous ne prenez pas les cordages. OK? Donc, ça, c'était pour les mensurations du VG. Autre chose qu'il faut prendre, c'est les mensurations de l'aorte. Donc, pour l'aorte, première chose, zoom pour aller voir la chambre de chasse. La chambre de chasse, c'est une mesure qui se fait à quel moment du cycle? Mésosystolique. C'est une mesure mésosystolique, très bien. Donc la mésosystole, c'est entre le QRS et l'onde T. Et vous choisissez la mésosystole où vous voyez mieux l'ouverture de votre valve aortique. Donc ici, elle est fermée. Là, elle s'ouvre en mésosystole. Et vous devez aller vraiment au niveau de l'insertion de vos cuspides. Donc il faut aller de là jusque là pour avoir une chambre de chasse qui est correcte. D'accord? Et vous cliquez là-dessus pour choisir sous-aortic diameter pour que ce soit utilisé après pour le calcul de votre débit. D'accord? Ensuite, les mensurations de l'aorte. Ici, vous avez remarqué que j'ai bougé un petit peu ma sonde pour mieux dégager l'aorte.
soit je bouge un petit peu en tiltant la sonde vers le sternum, soit je monte d'un espace intercostal pour mieux dégager mon aorte. D'accord? Donc, c'est une mesure qui se fait à quel moment, les mesures de l'aorte ascendante et du sinus? En télédiastole. Donc, c'est au pied du QRS aussi. Vous pouvez prendre, et c'est mieux de zoomer. J'ai pas fait ce qu'il faut parce que j'ai zoomé à la fin, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, ici, c'est bord d'attaque à bord d'attaque. Alors, bord d'attaque, ça vient d'où, bord d'attaque? Ça vient en fait de l'aviation, de l'avion. Le bord d'attaque, c'est vraiment le bord de l'aile de l'avion que vous rencontrez en premier. Donc, le bord d'attaque ici, c'est la partie extérieure de la paroi. Parce que c'est la première paroi que vous allez rencontrer. Donc, c'est la paroi extérieure. Et puis, le bord d'attaque ici, c'est la paroi intérieure. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Donc, ça, sinus, la jonction, elle est là. OK? Et puis, notre aorte ascendante, je vais la reprendre ici, d'où l'avantage d'avoir un ECG pour être sûr qu'on est vraiment en télédiastole. Donc ici, aussi, c'est de bord d'attaque, donc paroi extérieure à la paroi antérieure. Et il faut être perpendiculaire à votre aorte. Ok, d'accord? Donc ici, on est à 30 mm. Ça, c'est pour l'aorte ascendante. Il y a une autre mesure qui était utilisée avant, mais c'est aorte OG. Mais franchement, en TM, vous pouvez prendre aorte OG. Mais ça a été vraiment déclassé dans les recours, ça n'a plus vraiment d'utilité. Mais vous pouvez vous amuser à la prendre si vous voulez. D'accord? La racine, Yacine a parlé de la racine. Alors la racine, oui, c'est intéressant, surtout quand tu veux préparer un malade à une chirurgie aortique. Parce que ça, c'est un paramètre qui va permettre d'aider le chirurgien à plus ou moins visualiser les mensurations de son aorte. Mais sinon, dans la pratique de tous les jours, la racine n'a pas vraiment un grand intérêt. Mais vous pouvez la prendre aussi. Et c'est également une mesure qui se fait en télédiastole, comme les autres mesures de l'aorte. Et donc, la valve aortique est 4 points fermée. Parce que c'est en télédiastole. Bon, c'est pas une très jolie coupe. En tout cas, c'est plus ou moins ici. C'est pas très très joli. Et vous prenez de l'insertion des cuspides vers l'insertion des cuspides. Et c'est toujours bien sûr une mensuration qui est un peu plus petite que votre chambre de chasse de VG. D'accord? Ok. Donc ça c'est fait. Dans la parasternale, il y a une coupe que j'aime beaucoup. C'est la parasternale modifiée, qui est utile pour voir les mensurations du ventricule droit. Madame Viti. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tilté. Donc j'étais là. Vous voyez qu'on est en parasternale. D'accord? Je fais bouger ma sonde vers le bas pour dégager le VD. Vous devez en fait imaginer votre cœur. Parce que si je monte vers le haut, je ne vais rien dégager. Je vais dégager un petit peu l'artère pulmonaire. Mais si je vais comme ça, le VD est une structure qui est antérieure. Donc si je fais ça, je vais aller vers le VD, vers l'arrière, et je le dégage ici. Donc vous voyez ici le VD en haut, l'oreillette droite et la valve tricuspide. Donc là, vous pouvez mettre un Doppler couleur et vous avez une jolie IT qu'on voit bien ici. Et qu'on voit mieux d'ailleurs que sur la cave de la malade. L'échelle. Donc dans le réglage du Doppler, vous devez régler votre échelle et vous devez aussi régler le balayage horizontal de façon à avoir une vitesse de défilement à 100 mm par seconde. Ça, c'est les guidelines, c'est les recommandations. Et les guidelines, vous pouvez les trouver dans Chamber Quantification. Vous pouvez taper ça. C'est les recommandations de la Société européenne et la Société américaine conjointe de 2016. C'est Chamber Quantification. Vous allez le trouver et vous le gardez parce que vous allez avoir toutes les références de vos mensurations des cavités cardiaques. Ok? Donc ici, par exemple, on est là. D'accord. Donc ça, on a vu pour la parasternale modifiée. Ensuite, on va aller en parasternale petit axe. Donc pour passer de la parasternale grand axe à la parasternale petit axe, on fait quoi? On fait une rotation de la sonde. Donc la sonde, elle était
madame, elle était comme ça. Je vais bouger ma sonde à 90 degrés plus ou moins pour tomber sur une parasternale petit axe que vous voyez ici. Plus ou moins. Donc, je vais la ranger un petit peu. Donc, elle est là. Une parasternale petit axe qui est bien. C'est une parasternale petit axe où vous allez voir la valve aortique au centre. Vous allez voir la chambre de chasse de votre ventricule droit avec l'artère pulmonaire que vous voyez ici. Et vous avez la tricuspide avec l'OD. D'accord? Ici, je peux aussi jouer un petit peu avec ma sonde. Donc, si je bouge un petit peu vers la gauche, comme ça, je vais dégager l'artère pulmonaire. Alors, je dégage les deux branches. Si je bouge l'inverse comme ça, je dégage le VD et la tricuspide. Donc ça, il faut toujours imaginer. La tricuspide, c'est une structure qui est interne. Donc, il faut que je bouge ma sonde, que je l'oriente vers le sternum. D'accord? L'artère pulmonaire, c'est une structure qui est haute et qui est latérale. Donc, je dois bouger vers le côté gauche pour aller vers le latéral et tilter un peu la sonde pour aller voir les structures hautes et on va dégager l'artère pulmonaire avec ses branches de bifurcation. D'accord? Ok. Ensuite, quand on a ça, donc ça c'est une parasternale petit axe qui passe par la base du cœur. La base du cœur, c'est ça. Ok? Donc vous avez l'aorte et la rage pulmonaire, la rage tricuspide. Maintenant, si je tilte pour dégager le VG, parce que le VG, vous imaginez comment le cœur. Le cœur, il est comme ça. Il est placé comme ça. Donc vous avez vos oreillettes, vous avez votre base du cœur et vous avez la pointe qui va vers le bas. Donc pour pouvoir dégager le VG, je vais revenir en parasternale normale. Pour pouvoir dégager mon VG, je dois tilter la sonde vers l'apex. Et plus je tilte vers l'apex, plus je dégage l'apex du VG. Est-ce que tout le monde a réussi à voir? Donc j'étais comme ça. Et je tilte ma sonde vers le bas. Si je tilte vers le bas, je dégage justement l'apex. Plus je vais tilter vers le bas, plus je vais dégager l'apex. Et je reviens un tout petit peu, je retourne. Je vais dégager mes piliers, les piliers de la valve mitrale. Et puis, je dégage la valve mitrale en elle-même. Et je peux même revenir à ma coupe de base. Tout ça, c'est en tiltant. Vous faites un balayage. Hop, de la base vers l'apex. Ok? Clair pour tout le monde? Très bien. Il est quelle heure, les amis? De base en apical. Donc, en apical, vous êtes où? Vous vous placez au niveau de l'apex. Donc, l'apex, c'est plus ou moins au niveau de la ligne médioclaviculaire. Et généralement, c'est juste en dessous du mamelon. D'accord? Et là, vous cherchez votre coupe. Ici, le curseur, il doit être orienté vers l'aisselle. OK? Et donc, une coupe apicale qui est correcte, c'est une coupe apicale qui est droite comme ça. Donc, je ne veux pas vous voir faire des coupes apicales comme ça. Ou comme ça. Ça, ce n'est pas une coupe apicale. D'accord? La coupe apicale, c'est une coupe apicale stricte où vous avez vraiment vos cavités qui sont bien délimitées. D'accord? Et qui sont bien droites. Position. Ok. Je vais augmenter un tout petit peu, comme ça vous pouvez voir. Donc, vous allez voir le ventricule gauche, l'oreillette gauche, le VD et l'OD. Ça, c'est le basique. Ok? Donc, ici, c'est une coupe qui est utile pour prendre beaucoup de choses. Il faut essayer de rester systématique si vous ne voulez rien oublier. Donc, vous étudiez la fonction diastolique en premier. Donc, pour étudier la fonction diastolique, vous prenez le profil mitral. D'accord? Le profil mitral qui est là. Maintenant, comment vous différenciez l'onde E de l'onde A? Question pour tout le monde. Comment vous différenciez l'onde E de l'onde A? L'onde E, il a une base large. Pas toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez par exemple deux ondes qui sont symétriques, surtout lorsque le patient il est tachycarde, comment vous allez différencier l'onde E de l'onde A? Il y a deux moyens de différencier l'onde E de l'onde A. La première chose, c'est le CG.
L'onde A correspond à quoi? À la contraction auriculaire. Donc la contraction auriculaire, elle va suivre l'onde P, parce que l'onde P dans le CG, c'est la contraction auriculaire. Donc ça, c'est l'onde A, d'office. Si vous n'avez pas le CG, il y a une autre petite astuce pour les retrouver, les différencier. Vous avez l'onde E, l'onde A pour la contraction auriculaire, et vous avez la systole, qui est là. Et l'onde systolique, elle va toujours suivre votre onde A. D'accord? Donc deux choses. Soit via le CG en localisant l'onde P et donc vous avez l'onde A qui la suit, soit en localisant la systole qui va suivre l'onde A. Ok? Donc ça, c'est pour le profil mitral. Ensuite, après le profil mitral, vous prenez quoi? Vous faites quoi? Les E'. Les E'. Alors, le E', il correspond à quoi? Il correspond à la relaxation myocardique. Je vais accélérer parce que... Donc ici, c'est pulsé avec tissulaire. Ça vous permet de prendre votre onde E' qui est là, qui correspond justement à cette première déflexion négative. Ici, vous avez votre onde A' et puis vous avez votre systole. D'accord? Dans la systole, vous avez le S' qui est là, que vous pouvez aussi utiliser surtout lorsque vous êtes en chimio-onco. C'est la même chose que le VD, mais là, c'est le S'-VG qui va vous donner une idée sur la fonction longitudinale de votre ventricule gauche. La première onde que vous voyez ici, elle correspond à quoi? C'est la contraction isovolumétrique. D'accord? Donc, vous avez la contraction isovolumétrique et puis vous avez l'éjection qui est là. Et vous avez une petite onde ici qui correspond à la relaxation isovolumétrique. Tout ça, il faut le comprendre parce que l'écho, c'est vraiment la compréhension de la physiopathe et de la physiologie cardiaque. Donc, vous prenez votre onde E'. Parfois, lorsque les patients, des fois, votre Doppler, il est dépendant de la respiration. Donc, vous avez une variation de votre E'. Vous demandez au patient de couper la respiration pour pouvoir avoir une onde E' qui est fiable. Madame, donc ici, vous voyez déjà qu'il y a de petites variations. Ici, chez la dame, c'est pas important. Mais chez certains patients, c'est beaucoup plus important et ça vous gêne pour prendre votre E'. Donc, vous demandez au patient de couper la respiration pour avoir un E' qui est correct. D'accord? Donc, vous prenez le E' latéral et le E' septal. Et le E' latéral et septal, il faut toujours essayer d'être le plus aligné possible avec votre paroi. Donc là, il faut que le tir il soit aligné avec votre paroi et il ne faut pas avoir un angle de tir qui est au-delà de 30 degrés. D'accord? Ça, c'est un truc qu'il faut imaginer. Mais de toute façon, il faut essayer d'avoir donc une coupe qui est stricte où vous allez avoir un angle de tir qui est correct. Si par exemple, je suis comme ça et que je mets mon curseur là, c'est faux. C'est pas bon. D'accord? Et puis, il faut avoir... Ici, le E' septal aussi, si on est vraiment bien aligné au E' septal, donc c'est correct. D'accord? Après les E', qu'est-ce qu'il faut prendre? Toujours dans la fonction diastolique, c'est l'oreillette. Donc l'oreillette gauche, normalement, c'est une mesure qui se fait avec les volumes. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, les volumes, ce n'est pas toujours disponible dans tous les appareils, donc on prend la surface. Donc vous prenez la surface de l'oreillette gauche et la surface de l'oreillette droite en télésystole, donc à la fin de l'onde T, et vous tracez ici surface et vous tracez l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Ici dans le tracé de l'oreillette gauche, il faut faire un petit peu attention parce que parfois vous pouvez avoir l'abouchement des veines pulmonaires qu'il ne faut pas prendre dans le tracé de l'oreillette. D'accord? Ça c'est fait, vous pouvez prendre aussi votre oreillette droite. Voilà, bon j'ai fait n'importe quoi, mais c'est plus ou moins comme ça. Ok? Donc une fois que vous avez fini ça, soit vous allez étudier valve par valve, soit vous étudiez la fonction systolique, à vous de voir. Mais essayez juste de rester systématique pour ne rien oublier dans votre écho. Donc ensuite, moi je vais ouvrir la valve aortique. Donc pour pouvoir ouvrir la valve aortique et l'étudier, il faut tilter. Donc ma sonde, elle est comme ça. Elle est comme ça la sonde. Pour ouvrir la valve aortique, je tilte vers le bas et vous voyez à l'écran que vous avez la valve aortique qui a été ouverte et vous voyez même la aorte. Pour la dégager encore mieux, madame, il faut aller vers les selles. Plus vous allez aller vers les selles et plus vous allez avoir
une belle coupe où on dégage la valve aortique et l'aorte. Donc ici, vous le voyez. Bon, ici, la dame, elle est échogène, mais ça, c'est des astuces pour les patients où c'est plus compliqué. Donc, vous prenez un continu. La particularité du réglage du continu, c'est que c'est un Doppler qui va acquérir les ultrasons sur tout le trajet du tir. Donc, peu importe où vous mettez votre curseur, en haut, en bas, mais il va acquérir tous les ultrasons sur tout le trajet du tir Doppler. D'accord? Donc, ce sera la même chose. Peu importe si je monte ou si je bouge, ce sera toujours la même chose. La particularité du Doppler pulsé, c'est appelé pulsé parce que c'est vraiment un Doppler qui va acquérir de façon localisée. Donc, il faut toujours voir votre petit curseur là, où est-ce qu'il se trouve. Donc, pour le pulsé de la chambre de chasse, c'est à plus ou moins 1 cm de votre valve aortique. Donc, vous devez être plus ou moins ici et vous lancez votre pulsé. Et pour savoir si votre pulsé, il est bon ou pas, c'est toujours dans la valve aortique. C'est un pulsé où vous allez avoir le clic de fermeture de la valve aortique sans avoir plus ou moins le clic d'ouverture. Donc, c'est ça qui vous dit que vraiment vous êtes au bon endroit pour prendre votre Doppler pulsé pour la valve aortique. OK? Ensuite, bien sûr, il faut voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de sténose, mais en tout cas, vous mettez donc votre couleur sur la valve aortique et sur la mitrale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la couleur, pour améliorer votre résolution spatiale, il faut toujours avoir un champ couleur le plus réduit possible pour uniquement étudier l'endroit où que vous voulez voir. Parce que sinon, si vous avez un Doppler couleur qui est très grand, qui est comme ça, vous altérez votre résolution spatiale et on ne voit plus aussi bien la couleur. Maintenant, ce n'est pas un souci parce qu'elle est bien échogène, etc. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais cette finesse, vous allez la sentir chez les patients qui ne sont pas très échogènes, où vous avez un doute, est-ce qu'il y a réellement une fuite, est-ce qu'il n'y a pas de fuite, vous ne voyez pas très bien. Donc, de toute façon, retenez que votre champ couleur doit être le plus réduit possible pour étudier la zone que vous ciblez. Vous pouvez bien sûr aussi étudier en couleur votre mitrale, étudier votre tricuspide à la recherche d'une insuffisance tricuspide. Puis, alors les réglages du Doppler, il y a des petits réglages pour le Doppler pulsé. Ici, c'est le rejet basse vélocité que vous voyez là, qui est beaucoup plus utile pour tout ce qui est effet télédiastolique. Mais ça, vous allez le voir dans le chapitre des valvulopathies à part. Et il y a aussi un petit réglage pour affiner le volume d'échantillonnage. Donc c'est ici. Plus vous diminuez le volume... Attendez, pardon. C'est ici. Voilà. Là, c'est le volume d'échantillonnage. Le volume d'échantillonnage, c'est vraiment si vous voulez raccourcir la zone de tir de votre Doppler pulsé. Ça, c'est un peu plus poussé, mais ça peut être utile parfois lorsque vous avez des artefacts dans votre pulsé. Par exemple, quand vous pouvez avoir un rétrécissement mitral ou quelque chose qui est associé. Donc, vous avez des artefacts qui sont dus au flux. Donc, vous pouvez utiliser justement ce volume d'échantillonnage pour le réduire et réduire encore plus la zone que vous voulez utiliser dans les ultrasons qui sont acquis. Et là, donc pour le VD, bien sûr, vous avez votre TM pour avoir le TAPS. Ici aussi, vous devez être en coupe apicale stricte parce que c'est ce qui est recommandé. Normalement, vous n'êtes pas censé le faire, par exemple, sur une coupe comme ça. Ça, c'est faux. Vous ne faites pas de TM sur un truc pareil. Il faut faire le TM et le pulsé et le escrime sur une coupe apicale qui est stricte. OK? Donc, coupe apicale stricte, madame. Vous êtes là, vous tirez votre TM que vous allez mesurer, curseur, et vous tirez votre escrime qui est là. Ici, la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les crimes. Voilà, vous pouvez demander au patient d'arrêter de respirer si vous avez une grosse variation pour avoir un escrime qui est le plus fiable possible. Ici, il est aux alentours de 11. Il ne faut pas prendre les cheveux, mais vraiment prendre le pic. D'accord? OK. Et puis, vous avez la Simpson biplan, la mesure Simpson biplan pour étudier votre ventricule gauche. Normalement, pour faire l'étude du ventricule gauche, il faut
diminuer la profondeur et diminuer la largeur pour améliorer votre résolution spatiale et mieux voir vos cavités gauches. D'accord? Bien sûr, vous faites une mesure qui est télédiastolique pour la mesure télédiastolique, donc au pied du QRS, pardon. Donc ici, vous allez dans volume, biplan, volume VG TD, c'est volume VG télédiastolique en 4 caves, et vous tracez et vous devez suivre votre endocarde pour faire votre Simpson. Donc vous le suivez. Ici, vous suivez votre endocarde, vous descendez tout doucement. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, donc j'ai augmenté un petit peu les gains. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous êtes là, hop, vous storez. Et puis, vous allez prendre votre mesure télésystolique qui est ici, au pied de votre rang de T, enfin à la fin de votre rang de T, pardon. Et là, vous allez voir que j'ai dépassé un petit peu parce que j'ai le souvenir de l'apex. Il faut garder en tête votre apex, où est-ce qu'il se trouvait. Parce que là, c'est juste les trabéculations qui font que vous avez cette impression. Regardez, hop, c'est cette trabéculation-là. Et hop, quand je diminue, l'apex, il est là. Il n'est pas là. D'accord? Il faut faire attention à ça parce que sinon, vous pouvez avoir des mesures qui sont faussées. OK? Donc ça, c'est pour la 4 caves. Vous faites la même chose pour la 2 caves. Alors, pour dégager les coupes, 4 caves, 2 caves et 3 caves. Donc ici, il faut regarder ici. Donc ici, on est au niveau de la 4 caves. OK? Si je fais une petite rotation comme ça, donc à 90 degrés plus ou moins, je vais dégager une 2 caves. OK? Si je tourne encore plus, je vais dégager la 3 caves. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je peux vous montrer juste comme ça. Donc comme ça, je suis en 4 caves, je fais une rotation de 90 degrés, je suis en 2 caves, et je fais comme ça pour dégager la 3 caves. D'accord? Je pense que vous avez eu toutes les coupes de base. Madame, la 20 caves,